Maxi Pop. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça démarrait pas. Et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 5. Pas du tout. Saison 5. 5 de rien du tout. Pourquoi 5? Quelle Lower série Decks a eu 5 saisons? est en train de sortir sa saison TNG. 5, peut-être. Voyager, En ce Deep Space Nine, Discovery. c'est tout. C'est la Désolé. 5e année des aventures de Kirk, là, peut-être. Non, pas encore. Nous sommes là ce soir pour parler de la série animée de Star Trek originale. Bienvenue à toutes et à tous. Salut Thierry, comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. Tant mieux. Cette fois, j'ai du Blue Wine alcoolisé et pas juste du jus de tomate. Ah, Donc, il va finir la fin de l'émission risque d'être un peu erratique, mais Voilà. c'est Et plus fun salut comme ça. Sean, qu'est-ce que tu bois ce soir? Je ne bois rien, mais je suis très heureux d'être ici pour la saison 5 de Trek Analyse. Donné sur Tipeee. On est dans le futur. Ben, on n'a plus de gimmicks cette année. C'est ça, hein? J'ai rien raté là. Bon. Il y a juste... oui, non, bah si. Je sais pas... Tu sais, je fais les journaux des capitaines. Ouais, on n'y est pas encore. Si, oui, on y non. va? Non, ce soir, on est là pour parler de cet épisode. One of our planets is missing. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit Rex? Je ne sais pas. Il n'est pas particulièrement présent dans cet Je épisode. pense Oui, que il c'est est- peut-être le il est très beau. premier... Ah non, Il est beau. Plusieurs lignes de dialogue ici. oui, qui c'est sont peut-être le remarquables. premier où il a des lignes de dialogue, ouais. Effectivement. Captain. J'ai pas pris de capture d'écran de lui. Ah ben bravo. Il est doublé par James Doohan, d'ailleurs. Qui se Passé. pince le nez pour le faire. Ben voilà, comment il s'appelle? Peut-être que quelqu'un lui pince le nez, t'en sais rien. Ouais. Comment il s'appelle en version française cet épisode, Sean? All your base belong to us. Non. Ah, Thierry? Il nous manque une planète. Eh oui, pour une fois, c'est de la traduction presque littérale. Ça va. Il a été diffusé la première fois le 22 septembre 1973 et il se déroule à la date stellaire du 5371.3, scénarisé par Mark Daniels et réalisé toujours par Al Sutherland. Alors, Daniels, Mark qu'est-ce qu'il a fait? Oui, merci Thierry. Voilà. Vas-y. Ah, c'est merveilleux. J'ai anticipé ta question. Une merveille, mon gars. Donc Mark Daniels, c'est pas un ancien scénariste de TOS, c'est un ancien réalisateur de TOS. Il a réalisé 15 épisodes, et notamment Ah ouais. Mirror. Et c'est lui qui a réclamé à écrire un scénario pour la série animée. Voilà. Ok. Donc, ils ont pas eu à le traîner par la peau des fesses pour qu'il vienne. Il est venu Est-ce lui-même. qu'on peut maintenant- dire qu'il aurait pu s'abstenir? Ah non, Eh quand oui, même ça pas. tire à balles réelles ce soir. J'ai une autre question que peut-être que personne n'a une réponse là-dessus. Mais habituellement, maintenant, que ce soit pour les films ou les séries, il y a le réalisateur qui réalise, mais il y a aussi ce qu'on appelle en anglais un director of photography, qui s'occupe pas mal de gérer l'éclairage, puis de tout ce genre de choses. D'ailleurs, le mien est mort ce soir. Et je ne sais pas si Directeur c'était photo, déjà le cas dans ces années-là. Dans les années comme 60, c'est quand TOS sortait. Fait que je serais curieux de savoir si c'est lui-même qui a décidé de prendre de tous les choix au niveau de la lumière et l'esthétique qui donne à l'univers miroir, parce que ça définit quand même pas mal l'univers miroir pour tout Star Trek, quoi. Ah, il faudrait savoir si c'est une décision de production, de réalisateur ou d'entente avec le. J'avoue Comment que c'est on une appelle en question que je me français? suis jamais Ou ils posée. n'avaient pas payé leur facture. Parce Puis, qu'en plus, c'est vrai que les éclairages dans la série originale étaient vachement travaillés quand même. Ouais. Bon, on pense tout de suite aux clichés, voilà, sur les yeux, mais notamment, ils utilisaient des filtres sur des spots pour donner de la texture au décor. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un décor blanc uni, il y avait des motifs en ombre qui apparaissaient dessus et ça donnait un peu plus de cachet visuel, quoi. Et il y avait beaucoup de trucs comme ça dans TOS. Surtout dans les 2 premières saisons, un peu moins dans la 3e, ce qui me fait dire qu'ils ont peut-être changé une personne.
Ils en ont qui pris un était qui plus coûtait présent moins pour cher. ça, ou je sais pas. Ok. En tout cas, dans Cet épisode, Enterprise, excuse-moi, dans Enterprise, ils reprennent le même éclairage de TOS quand ils font l'espèce d'épisode crossover avec l'Enterprise miroir, puis ça rend vraiment bien. et Discovery est en crossover permanent avec. Pardon. Cet épisode a des notes. Et oui, toujours. Et pour une fois, il a une note sur le forum de la communauté francophone de Star Trek. Alors, en réalité, il n'a pas de note sur la CFST, parce que ben, dans le topic du forum, il y a pas de, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas intégré le système de vote. Mais il y a un mec qui a dit super épisode, je lui mets une note de 7. Donc, il est à 7 de moyenne. Et par contre, sur Ultime Frontière, il a une moyenne de 6,44, ce qui lui donne une moyenne générale de 6,72. Ben, moi, pour le coup, je suis assez d'accord. Sean, il me semble que c'est un épisode que tu aimes bien. Est-ce que Ah tu bon? peux nous en parler un peu? C'est pas un Ah bon? épisode que tu aimes bien? J'ai jamais dit que je l'aimais bien. Mais j'ai rien contre, honnêtement. Tu vas voir. Bah, vas-y, lis les messages, mais c'est pas que j'ai pas dit. C'était rien de J'arrive. positif Ah non, c'est ni pas rien ça. de négatif, il me semble, dans les messages. Mais Ah, non, quand tu dis complètement dingue, c'est parce que tu l'avais oublié. ouais, mais c'est plus au niveau Ok. du concept. Moi, je croyais que tu le trouvais complètement dingue. Oui, donc tu aimes bien le concept de cet épisode. Ouais, je trouve que, ben, tu sais, moi, je recherche souvent les concepts science-fiction qui sont assez farfelus. C'est ça que j'aime dans Star Trek. Et donc là, on en retrouve un qui est quand même assez absurde, quoi. C'est intense, quoi. Puis en plus, on parle de temps en temps de canonicité de la série, puis de comment ça colle avec le reste de la licence, puis genre de l'histoire. Ben là, tu sais, ils sont au bord de la Fédération, qui se trouve être au bord de l'univers. Puis il y a une énorme nuage qui débarque, puis qui commence à défoncer les planètes. Spock qui lui dit rentre chez toi. Fait que le nuage se casse, quoi. C'est assez intense. Mais sinon, honnêtement, j'aime l'épisode. Je trouve qu'il avance assez bien. Les seuls reproches que j'aurais à faire sont un peu, tu sais, c'est un peu bizarre de reprocher ça, mais c'est parce que l'absurdité et la liberté qu'on leur retrouve dans TAS, je la trouve pas ici forcément présente dans cet épisode-là. On parle souvent d'esthétique farfelue, puis ils se permettent Ouais. de faire ce qu'ils veulent à l'écran. Puis là, je trouve que c'est assez sobre quand même. Au niveau de l'exécution comme visuel, si j'ose dire. Ouais. Et toi, Thierry? Moi, je l'aime bien. Voilà. C'est pas un Thierry. épisode. Tu sais, de base, oui, dans Star Trek, la plupart des épisodes ont au moins le niveau j'aime bien, en tout cas dans les vieilles séries. Après, voilà, c'est pas non plus un épisode qui est révolutionnaire. Moi, il me rappelle beaucoup l'épisode The Immunity Syndrome de TOS, où il se retrouve avec cette espèce d'amibe spatiale gigantesque. Voilà, ça rappelle beaucoup ça, et ça rappelle beaucoup un truc qui arrivera plus tard, qui est le Star Trek, le film de 79. Et même, c'est quand même très similaire. C'est presque un prototype du film, quoi. Ah oui, non, en fait, il n'y a que celui-là. Parce que j'allais dire le 5 ou le 6, mais en fait, non, il y a pas, c'est pas la même chose. Mais ouais. Non, parce que ça s'en vient à détruire. Mais non, honnêtement, c'est comme dit Thierry, il y a des épisodes qui sont marquants de manière positive dans Star Trek. C'est des épisodes qui deviennent comme iconiques, des épisodes cultes dont tout le monde se rappelle. À l'inverse, il y a aussi des épisodes qui sont comme tellement mauvais ou tellement un peu cringe maintenant que tout le monde s'en rappelle négativement, quoi, en mal. Mais la plupart des épisodes de Star Trek, pour moi, sont bons, sont sympas, et ils existent pour faire exister Star Trek, si ça a du sens. Et cet épisode-là, il rentre dans cette catégorie pour moi. Petit fun fact dont je viens de me souvenir, c'est le premier épisode qu'a vu mon fils il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Quand on l'a regardé sur Netflix un soir.
Ça a été son premier contact avec Star Trek. Bien. On y va? Eh bien, Thierry, on t'écoute. Parle-nous du Captain's Log. Allez. Journal du capitaine. Date stellaire 5371.3. On rapporte qu'un immense nuage cosmique pénètre en périphérie de notre galaxie. On n'a encore jamais rien vu de tel. Starfleet a chargé l'Enterprise de l'examiner, étant le seul vaisseau à proximité du phénomène. Nous nous trouvons actuellement dans le système Pallas 14, où se trouve Mantilles, la plus lointaine planète habitée de la Fédération. Et voilà, stade numéro 1. On retrouve donc le vaisseau en train de faire son enquête de manière tout à fait habituelle dans une nouvelle zone de la galaxie. Rien de particulièrement notable. On avait de la vidéo ou pas encore? Je les ai pas regardés comme d'hab, hein, désolé Thierry. Les Non, captures d'écran, oui, tu peux mettre la première, je pense. Hop là. Oui, ben oui, voilà, on a le système Mantilles. Mantilles. Ouais, je sais pas trop comment ça se... Bon. Et on voit Sulu de dos. Scène numéro 2. L'équipage découvre un nuage immense. Trois fois les dimensions de Saturne, Jupiter et Neptune réunies, nous dit Arex, ce que je trouve très cool. Il y a un petit côté science, tu sais, dans le dessin animé de la semaine, on nous fait un petit peu de cours scientifiques. Non Oui, je pense qu'on va retrouver ça un peu dans l'épisode de manière plus générale, sur la biologie et tout ça. Hop. Le nuage apparaît à l'écran. Il est rouge. Le temps de voir le nuage progresser, il engloutit une planète, la planète Alondra. Spock confirme alors, la planète se désintègre à l'intérieur du nuage. Immédiatement, Kirk suppose, le nuage consomme-t-il la planète, pardon. Supposition logique d'après Spockino. Mais pas le temps de réagir que nuage change de cap. Alors mes notes, c'est catastrophique, je suis désolé, j'espère que j'arriverai à me relire. Le nuage change donc de cap. Ce qui est bizarre parce que, rappelons-le, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Hein. Un nuage, il n'est pas censé... Bon, voilà. Déjà, je suis pas sûr qu'un nuage puisse exister dans... Les nébuleuses, c'est plus ou moins des nuages, quoi. Vite fait. Devant la stupéfaction de Kirk, le voilà qui se dirige, oh mon Dieu, vers la planète habitée. Mantilles va bientôt être détruite. Kirk ordonne alors à Sulu d'intercepter le nuage à vitesse maximum. Notons qu'en VF, la voix de Sulu est tout à fait normale et assez proche de l'acteur original. Ce qui était quand même bien vu. Bienvenue, peut-être. Alors, il y a un truc qui est je trouve marrant, c'est que les planètes du système ont l'air d'avoir chacune leur nom, puisque même une planète inhabitée a son nom. Et c'est pas si fréquent que ça dans Star Trek. Souvent, là, le système s'appelle Pallas 14. Alors pourquoi 14, je sais pas. Mais en général, tu sais, les planètes sont nommées en fonction de leur position, de leur proximité avec le Soleil, le ou les soleils du système, quoi. Bah là, non, elles ont leur nom. Je sais pas, voilà. Il n'y a rien de spécial, mais je trouve ça notable. Non, c'est correct. Il y a quoi? Il y a 6,5 millions, quelque chose comme ça, qui habitent sur cette planète-là? Pas noté, fait qu'on peut assumer que, vu que c'est très habité, et puis que c'est habité depuis un petit moment, j'imagine, ils ont décidé de nommer tous les astres de leur système. C'est marrant d'ailleurs qu'un coin aussi paumé soit autant habité, puisque c'est la plus lointaine planète de la Fédération, quand même. C'est tous les gens qui veulent pas se mêler aux autres, quoi. Ils essaient de s'éloigner le plus loin possible. On va voir ça dans quelques jours, des Américains qui vont s'exiler. Sur cette planète-là. Oui, alors là, vous nous écoutez, je sais pas quand, courant 2025, mais là, nous, au moment où on enregistre, on vient d'apprendre la terrible nouvelle. En plus, je le dis en rigolant, mais ça se trouve, c'est catastrophique. Bon, bref, voilà. Et donc, oui, Trump vient d'être élu. Donc, on est un petit peu abattu. On continue? Scène numéro 3? Il y a une question que je me posais sur la
l'image du système stellaire, Hop, attends, je te la remets. je trouve que, en fait, j'arrive pas à comprendre où est l'étoile dans cette histoire. Parce que au milieu, il y a l'air d'y avoir une géante gazeuse avec un disque d'accrétion. Et à côté, il y a un machin violet. Est-ce que c'est ça l'étoile? Est-ce que. Je trouve ça trop bizarre en fait. C'est vrai que c'est surprenant. Ça vous parle pas? Est-ce que Ben, le système c'est- solaire c'est-à-dire- peut ne pas avoir de soleil? J'ai- D'ailleurs, on sait pas, c'est pas dit que c'est un système solaire. Ouais, j'ai une connaissance faible, tu sais, dans ce milieu-là. Mais du coup, ça me parle pas dans le sens où c'est comme, pour moi, c'est supposé avoir un ou deux soleils au milieu, puis ça tourne autour, quoi. Donc là, si je regarde ça, c'est quoi? C'est un système, un binary system, genre, mais avec un soleil et quelque chose de Ah, gazeux, quoi? ou à moins que ce soit ça et ça, qui soient des mini-soleils et qui soient bloqués dans une attraction terrible de ces deux planètes. Ok, mais Et pourquoi du tu coup, voudrais Manti vivre là? C'est sûr que serait tout là. va exploser dans pas longtemps. Tu crois? Mais ça me paraît pas mal instable. Ah ouais? Je sais pas, j'y connais rien. Bah, si ça fait des millions d'années que c'est là, ça va tenir encore. Ah, tout à D'ailleurs, c'est une autre question que je me pose, c'est le fait qu'une planète se disparaisse d'un coup. Est-ce que ça influence pas ça devrait pas influcer l'orbite des autres planètes à côté? Sachant que le Ça nuage, serait- il doit être vachement massif s'il Fait bouge que des planètes. ça doit dépendre, j'imagine, de la distance des planètes. Comme si nous, on perdait l'une de nos planètes les plus éloignées dans le système solaire, est-ce que tu penses que ça nous affecterait grandement? Tout corps C'est une bonne exerce question. une pression sur l'ensemble de l'univers. Ouais, Peut-être ben, pas, tu non. vois, Non, c'est vrai. Je suis pas certain que perdre une planète nous affecterait. Par contre, dépendant de la masse de ce nuage-là, si lui commençait à se rapprocher du système solaire, peut-être que tout serait attiré vers ça, quoi. Ouais. Bah, il Et a tu pas de verrais- masse, c'est un nuage. Bah si. Ben, il en Il est- absorbe. En plus, Soit il est fait composé de de matière. matière et d'énergie. Ouais. Donc, Donc il a une Ah, masse. ok. mais il vient Mais, d'un autre univers. Cette Donc, question est peut-être traitée que- dans le film TNG, celui First Contact. Non. Si, non. The one with Shatner. Génération. Ok. Merde, désolé. Ouais, dans Génération, ils font bouger, ils font exploser une planète ou je sais plus quoi pour faire décaler la vague. Non? Ils font pas ça? J'y connais rien à Star Trek. Si, ils font un truc comme ça. Ouais. Je me Bref. souviens plus. Scène numéro 4. Ouais, Après mais je quelques pense que c'est scans. différent. Ah bon, d'accord, je ferme ma gueule, ok. Non, mais je pense que c'est parce que, d'après ce que je comprends, dans Génération, chaque planète exerce genre une certaine gravité pour tirer le nuage, pour tirer le nexus dans un sens ou dans l'autre. Donc, si tu détruis un élément, il n'y a plus cet élément de gravité-là. Donc, il va continuer dans la même direction, quoi. Ah oui, c'est Oui. le Nexus qui bouge. Oui, c'est vrai, c'est pas la planète qui est déviée. Scène numéro 4. Après quelques scans, Spock indique que les éléments composant le nuage sont inconnus dans notre tableau périodique. Il déduit donc que le nuage vient d'une autre galaxie. Une fois de plus, pas le temps de réagir. Le nuage semble capturer le vaisseau avec une force surpuissante. Ça, j'ai vu l'image tout à l'heure. Et c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le vaisseau tire, mais rien ne se passe. L'énergie est absorbée et comme absorbée par le nuage. On retrouve donc l'Enterprise flottant dans le nuage. À ce moment-là, mon fils dit, on dirait pas qu'il est comme ça à l'intérieur parce qu'on dirait qu'il n'est que fumée rouge. Oh, qu'est-ce qu'il parle bien, mon fils. Donc, il a une masse, puisqu'il y a quelque chose à l'intérieur. Pardon. Ouais, le plan, il y a un ou deux, il y a 2-3 plans où on voit l'Enterprise qui se fait attraper par le nuage comme ça, avec des espèces de bras, volutes tentaculaires. Ouais, des tentacules. Et en fait, c'est très beau. Et si on a vu pas mal d'épisodes de la série animée, on reconnaît les plans de l'Enterprise qui sont un peu les mêmes, qui sont réutilisés tout le temps, qui sont magnifiques, mais du coup, au bout d'un moment, on s'y habitue. Qui ont été faits en rotoscopie, comme j'en parlais dans le premier épisode, dans la première émission.
Et là, on voit qu'en fait, ils ont juste repris ça, ils ont rajouté des calques en dessous, au-dessus pour faire le nuage qui l'attrape. Et l'effet est plutôt bien réussi, quoi. Ils ont fait ça à l'économie, mais ça rend bien. J'allais vous dire, il y a plein de calques là. Hein. Parce qu'ils ont rajouté les lasers aussi sur celle-là d'image. Ben, Oui. il doit y avoir 4, non? That's a lot. Je sais pas. Je crois qu'ils étaient limités à 8 calques, on avait dit, hein, il me semble, dans l'émission d'avant. Non, on l'avait pas dit. Dans la première. Hein. Ouais, dans la première, oui. Oui, puisque du coup, c'est pour ça qu'il y a des fois des corps et des têtes qui disparaissent. Et d'ailleurs, je viens de voir sur le bouquin que là, on en avait un à la fin dans cet épisode. Oui. Scène numéro 5. Pas le temps de réagir. Et ouais, une fois de plus, des objets s'approchent de partout. Hop. Spock indique que ce sont des formes d'antimatière gazeuse survoltées. Bouclier levé, mais Scotty appelle et dit que le nuage absorbe l'énergie. Ça ne tiendra pas longtemps. On charge donc les boucliers d'antimatière également. Ce qui a pour effet de repousser les objets. Là, moi, j'ai vraiment une question. Du coup, est-ce que c'est véridique scientifiquement ça? L'antimatière repousse l'antimatière? Ou j'ai rien compris, hein, une fois de plus. Non, je pense pas que ça soit le ça. techno blabla. Il faut que je me repasse le truc, mais ce qui configure un truc au niveau du déflecteur, il me semble, pour repousser les nuages antimatière. Mais alors, comment ils font ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus du détail des dialogues. Il me semblait que c'était le bouclier qui était chargé, donc dès que ça approchait, ça. Mais clairement, non, l'antimatière, ça repousse pas l'antimatière. Mais je pense qu'il y a une étape quelque part. Est-ce qu'il booste juste les boucliers? D'ailleurs, j'ai une capture d'écran de l'Enterprise qui repousse. Ça finit par les détruire d'ailleurs. Oui, voilà, ça c'est la scène suivante, enfin la scène, la suite de cette scène. D'autres objets approchent et cette fois Kirk fait doubler la charge, ce qui détruit les objets proches. Kirk demande à Spock s'il a un avis sur la situation. Spock répond qu'il pense que le nuage est vivant. Oh merde, j'ai raté mon effet. Et vivant. Tan, tan, tan. Incredible. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode, mais honnêtement, je ne me rappelais absolument pas de cet épisode-là. J'avais aucun souvenir. Pourtant, j'ai déjà vu la série animée plusieurs fois. Je n'avais aucun souvenir de cet épisode-là. Mais je savais le moment où le nuage dévie que c'était un nuage mangeur de planète. Quoi. Oui. C'est pas une surprise quand Kirk fait son vide. Voilà, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, c'est pas une surprise. Mes enfants étaient surpris, mais c'est normal. Voilà. Oui, à partir du moment où ils trouvent que la masse de la planète diminue, quand ils font encore les scans à l'extérieur, effectivement, c'est un peu vendu. Mais je pense que c'est lié au fait que... Mais en fait, j'aime bien qu'ils fassent ça parce que c'est une démarche scientifique, tu vois. Tant qu'ils n'ont pas des preuves vraiment solides, ça peut être un nuage corrosif qui détruise. Bref. Il n'y a pas de conclusion avant. Et c'est vrai que même si nous, en tant que spectateurs, parce qu'on a conscience de regarder une série télé et que si c'est un nuage qui fait rien de spécial, on sait que l'épisode, il va rien se passer. Donc c'est pas possible. Il faut forcément qu'il fasse quelque chose de spécial. Donc c'est forcément, on sait que c'est un nuage mangeur de planète. C'est le nuage de la semaine, quoi. mais effectivement, les personnages, eux, n'en savent rien. Donc moi, je trouve ça bien qu'ils poussent un peu les investigations plus loin. Sinon, je suis pas fan du design des espèces de nuages antimatière là, enfin des machins là. Des proutes de l'espace, bon. Ouais, on dirait des chewing-gums usagés. Voilà. Mais bon, après c'est pas très important. Il leur fallait un truc, voilà, ils ont sorti ça. Ça n'a pas de popcorn en pâte à modeler. Ça ne fera pas mal à Star Trek. Ouais, voilà. Ce qui est plus intriguant, c'est que ils envoient leur espèce d'onde du bridge, quoi. Ah oui. Oui. T'avais pas fait gaffe, oui.
C'est Kirk qui fait un Genki Dama. Et j'ai retrouvé le dialogue, au fait. Effectivement, il dit Scotty prepares the shield for an antimatter charge. T'as vu ça? T'as vu Il que dit ce bon antimatter animateur de charge podcast ready. que je fais? Kirk dit fire et ça repousse un peu les blobs. Il double la charge, il tire et ça les fait disparaître. Et ouais, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que toute l'énergie du vaisseau, elle est tirée du réacteur antimatière? Donc, est-ce que c'est pas juste qu'il turbo booste les boucliers pour repousser les machins, tout simplement? Attention, hein, ça n'a pas été écrit par Dorothy Fontana. Hein. C'est pas. Peut-être que j'ai plus son Alors, nom. elle est C'est-à-dire repassée que- dessus quand même. Hein. Ah oui, elle est passée derrière, c'est elle vrai. a fait le script de- Marc Daniels, peut-être qu'il s'en fout un peu de comment ça fonctionne. Il s'est juste dit, bon, on trouve un truc pour les faire dégager, les amis. De manière générale, si vous êtes nouveau dans l'univers de Star Trek, il faut comprendre que la série originale avait une espèce de pseudo-science. Puis genre le techno-blabla est comme semi-explicable. Dans la série animée, ça l'est très peu. Mais après, à partir de comme TNG, Deep Space Nine, Voyager, il y a comme une espèce de prise de conscience, puis une volonté d'essayer de faire que tout ait du sens. Même si c'est complètement faux, puis c'est de la fiction, ils veulent que c'est un espèce de sens au sein de l'univers. Puis après, on repasse à l'autre extrême, une fois que Discovery débarque, là, on perd le nord, quoi. Mais donc là, on est dans une espèce de petite période où, tu sais, c'est les années 70, là, on s'en fout, quoi. Ouais, oui, il y a peut-être un Ils peu ont ça. souqué les Artemis. Là, après, en plus, là, pour le coup, ils expliquent tellement rien que ça pourrait être n'importe quoi, cet antimatter charge. On sait qu'il y a de l'antimatière impliquée. Ouais, c'est pas clair, quoi. Il n'y a pas de Ouais. détails, quoi. C'est genre, il y en a un qui a lancé un ordre, il y en a l'autre qui a exécuté, mais nous, on n'est pas au courant de ce qu'il a fait vraiment. Data, lui et Geordi, eux autres, ils adoraient expliquer en détail ce qu'ils faisaient, là. Ils ont des diaporamas PowerPoint et tout. Ah ouais, c'était beaucoup. Je vous jure que c'est vrai. Bon, allez. Scène numéro 6. Qu'en dites-vous, prof? Eh oui, je suis toujours surpris par cette truc. Bones indique alors qu'il faut partir au plus vite. Ces objets agissent comme un enzyme macromorphase. En bref, l'Enterprise va se faire boulotter. Eh ouais. Uhura indique avoir pu prendre contact avec le gouverneur de Mantille. Scène numéro 7. Dans la salle de réunion. Hop. Ah non, pardon. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le... Ah bah tiens, hop là. Coucou. Ah oui, le plumeur, il veut faire son show lui aussi. Il veut venir parler au Je gouverneur pense de que Mantille. c'est pas tant le Glomor qui me fait rire, c'est le fait que Thierry acknowledge même pas l'existence du Glomor devant sa face. Il y a un énorme truc il là. regarde pas sa Il caméra. est juste comme moi, ouais, tout est beau. Scène numéro 7. Dans la salle de réunion, Kirk discute avec le gouverneur par écran. Le gouverneur qui s'appelle Bones le plus Commodore Bob Wesley. Quoi? On dirait Bones plus vieux. C'est marrant parce que sur le dessin, il a l'air plus jeune que l'acteur dans l'épisode dont Oui. on va parler dans quelques instants. C'est ce que j'allais dire, oui. Le gouverneur explique que même s'ils avaient suffisamment de vaisseaux pour évacuer tout le monde, ils n'auraient pas le temps, simplement. Kirk lui demande de choisir les personnes à sauver, mais le gouverneur lance un méga banger. Il n'y a pas de choix, Jim. Nous sauverons les enfants. Boum. Quelque chose à dire sur cette scène? Oui, alors du coup, tu vas peut-être le dire toi. Non, vas-y, c'est à toi de le dire. C'est toi c'est toi qui veux. Donc Bob Wesley, on l'a vu dans l'épisode de TOS The Ultimate Computer. Bob le moche. Voilà. Et donc, comme on voit sur la webcam de Rémi, il avait les cheveux blancs. Voilà. Oui, mais... Donc c'est le retour du personnage qui donc a quitté Starfleet et est maintenant gouverneur d'une colonie. Par contre, il n'est pas joué par l'acteur Barry Russo qui joue le personnage dans TOS, mais par James Doohan. Qui ne se pince pas le nez cette fois. L'homme qui fait 10 000 rôles. Voilà.
Donc, c'est toujours un acteur de TOS, mais c'est pas le bon, quoi. Et ouais, mais tu sais, là, il a plus les cheveux blancs parce que l'armée, ça te détruit un homme, tu vois. Ben, c'est ça. Et C'est quand il a pris beaucoup sa moins retraite, stressant d'être gouverneur de, tu sais, de 6 une planète millions de de personnes. 6,5 millions que de gérer un vaisseau Star Trek, quoi. Ça va. Et ça a du sens. Je ne me souviens pas, moi, de cet épisode Ultimate Computer. Computer. Hello, computer. Si je dis pas de bêtises, en français, il s'appelle Unité Multitronique. Et c'est l'épisode où il teste un ordinateur de bord qui peut contrôler le vaisseau sans équipage. Ah, l'IA, c'est mal, vous voyez. Pour voir déjà si ça ça dans marche. les années 60. Et donc, ils font une simulation de combat contre le vaisseau de Bob Wesley, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas celui-là, parce qu'il est détruit, celui-là. Spoiler. Pardon. Ouais, voilà. Enfin bon, c'est cet C'est épisode-là. pour dire qu'il n'y a que les humains pour pouvoir décider s'il faut tuer d'autres humains. C'est ça. J'ai aucun souvenir de cet épisode, c'est marrant. Ah ouais. Et c'est quelle saison? Je me rappelle plus, ça, par contre. C'est pas marqué sur le bouquin. Bon, bref. Scène numéro 8. Spock et Bones réexpliquent ce que l'on a déjà vu. Afin, je suppose, de vulgariser le tout pour que les enfants comprennent mieux. Kirk demande à Uhura d'afficher à l'écran les résultats des scans, affichant ainsi le détail du nuage, une carte en quelque sorte. Et ça, je crois l'avoir vu. Ouais. Tac. Arex indique la position du vaisseau dans le nuage. C'est le petit point jaune que vous voyez à l'écran. Il y a une autre ouverture de l'autre côté du nuage, parce que celle par laquelle ils sont entrés est fermée. Mais Bones dit qu'il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à traverser le tube digestif. Kirk est décidé, on fonce, et en passant, on va lui filer une indigestion. Il est déterminé. C'est bien, on retrouve un peu le Kirk... un peu fonceur, ouais. Alors, Spock et Bones se répondent d'eux-mêmes, correspondent bien à ce qu'on avait vu dans TOS. Je trouve le Kirk de TAS plus serein, plus posé, plus réfléchi. C'est parce qu'il a moins de capacité d'animation, donc il peut moins déchirer son t-shirt, aller à la bagarre. Je pense que c'est littéralement, il y a moins de physicalité dans la performance, parce que Shatner, il en mettait beaucoup de lui. Ça jaillissait. Mais après, ce qui donne à Kirk une nouvelle dimension, beaucoup plus profonde, et qui est plus proche d'ailleurs de celle qu'on retrouvera dans les films. Dans les 3 premiers, du moins. Tu l'imagines 3 puis 6. Spock, the cloud, it's alive. Scène numéro 9. Nous sommes au centre du nuage. Que faire maintenant? Mais pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Le nuage réagit par lui-même. Ça secoue dans tous les sens. L'Enterprise est dans ce qui correspond à l'intestin grêle. Ne mettez pas un vaisseau spatial dans votre intestin grêle, s'il vous plaît. Et ne buvez pas votre urine. Mais le fait de maintenir les déflecteurs consomme beaucoup d'énergie. Dans 21 minutes, d'après Scotty, ce qui signifie environ 1h30, on le sait, il n'y aura plus de moteur. Kirk demande alors accélération et déflecteur au max, mais on voit que l'Enterprise rame sévèrement pour avancer. Il y avait des visuels? Je crois pas. Oui. Normalement, oui. Tac. Ouais, donc en fait, c'est pas ça? Je sais pas. C'est là où il y a les explosions et ça secoue dans tous les sens, là. Ouais, il me semble que c'est ça. La simple présence de l'Enterprise dans le tube digestif fait une réaction de la part du nuage. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Et en gros, oui, ça lui file une indigestion, quoi. Parce que normalement, arrivé à ce stade-là dans on va dire le corps, là, dans le système, c'est supposé être décomposé, quoi. Et ça, tu vois, ça aussi, je trouve ça assez malin parce que quelqu'un qui réfléchit pas trop à son concept, il se dit... ils avancent, en passant, ils tirent dans tous les sens, comme ça va lui créer une indigestion. Non. Il avance, et en fait, toutes les choses se actent normalement. Mais est-ce que c'est vraiment une indigestion qui se passe là? Parce que c'est le comportement normal de son intestin.
Parce qu'on a des bouts de matière qui arrivent, qui touchent les Vili en antimatière. Ça explose. Ouais, parce que moi, pendant que je regardais, je me suis dit pourquoi l'Enterprise, qui est un vaisseau bien plus petit que les morceaux de planète qu'il est en train de détruire, là, pourquoi c'est ça qui lui cause une indigestion, tu sais? J'aurais bien Et parce d'avaler que une ça ne planète complète. parce que ça ne se détruit pas. Ouais, mais tu vas Alors me que la dire que là, planète, certes, elle prend là, du temps, mais elle se là, il a... désagrège. Ouais, mais là, il a genre la planète elle est tellement décomposée en petits morceaux que chaque morceau de planète est plus petit que ce vaisseau-là. Non, non, la planète, elle est encore au début de l'intestin. Là, ils sont dans l'intestin grêle, ils sont très très loin. C'est comme si tu avais mangé juste du maïs et que ton ventre l'avait pas encore digéré, il partait déjà presque au côlon. Hmm. C'est pas normal. Je le perçois comme ça, comme quelque chose qui n'est pas à sa place, en fait. Pour moi, il n'y a Et pas qu'importe la taille. d'indigestion, parce que cette histoire d'indigestion, elle est plus mentionnée après. Ah bon, d'accord. Bon, ok. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est juste le comportement normal des intestins. Il y a des explosions dedans, parce que la matière est détruite. Ça s'appelle un gaz. Et voilà. Scène numéro 10. Scotty a une idée. L'intestin grêle est constitué de villosités. Celles du nuage sont faites d'antimatière. On peut donc en prendre un bout, le balancer dans le moteur et ça repart. Comme dans Mad Max quand il crache de l'essence directement dans le moteur. D'ailleurs, ça confirme un peu ce que je dis là, parce que tu sais, juste avant, ils parlent de villosités, ils disent qu'elles sont en antimatière et que si l'Enterprise les touche, ils explosent. C'est ce que fait l'antimatière quand elle arrive au contact de la matière. Les deux explosent, quoi. D'ailleurs, je pense que les explosions sont un peu sous-estimées dans l'épisode. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc pour moi, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un nuage qui consomme de la matière et qui se nourrit en fait des explosions d'antimatière qui arrivent dans son intestin, quoi. Ok. Donc les bouts de matière arrivent, touchent les villosités, ça les fait exploser. Et c'est comme ça que le nuage capture son énergie, quoi. Ça lui donne de l'énergie. Ok. J'adore que Scotty... j'adore son intervention et j'adore le fait qu'il est un peu le sauveur dans cet épisode. Ouais, c'est vrai qu'il est primordial. Je termine juste la description et on en parle. Non. Ça sera compliqué parce que si l'antimatière touche qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est l'explosion assurée, comme vient de nous le dire Thierry. Mais t'inquiète frère, Scotty a toujours une solution. Il va faire du techno blabla et ça va passer crème. Je raccourcis parce que c'est un point car d'un point de vue narratif, je trouve que c'est un petit peu longué pour pas grand chose. En gros, il nous dit vous inquiétez pas, je vais y arriver, quoi. Et voilà. Voilà. Bref. Moi, et donc tu disais c'est cool de voir Scotty aussi primordial. Oui, non, moi j'aime beaucoup quand c'est un autre membre de l'équipage qui est un peu genre le trouveur de l'idée, quoi. Donc j'aime beaucoup ça, puis j'aime beaucoup l'idée de découper l'espèce de morceau de villosité, puis de le prendre, puis de le mettre dans le vaisseau. C'est très, je sais pas, je l'aime beaucoup. C'est très Discovery, d'ailleurs. Ils font toujours ce genre de choses dans Discovery. Mais de le voir ici, je trouve ça bien. Je sais pas pour Discovery, mais pour le reste de ce que tu as dit, je suis assez d'accord. J'aime bien, j'aime bien ce qu'ils font. Moi, j'aime bien Scotty. Hein. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, dès qu'il fait un truc, je suis content. Et là, en plus, c'est cool parce que on a le chouette décor de l'ingénierie ici, en plus, au passage. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, vu que les réacteurs du vaisseau fonctionnent à l'antimatière, bien recréé. C'est déconnant. C'est pas déconnant de dire, on est entouré d'antimatière, on manque d'énergie, servons-nous, voilà. Et en plus, ils prennent soin d'expliquer comment ils vont faire pour le récupérer sans tout faire exploser. Alors autant dans les séries d'après, c'est assez évident que l'antimatière elle est contenue dans des champs de force pour éviter qu'elle rentre en contact avec de la matière. Autant dans cette série-là, c'était pas encore un truc qui était bien établi. Et ça établit le procédé, quoi. C'est-à-dire que là, on nous explique comment ils font pour pouvoir stocker et transporter de l'antimatière.
Alors c'est étonnant que eux, ça les étonne et qu'ils sont en train dans l'impression qu'ils réinventent le truc, alors qu'ils font forcément ça depuis toujours, puisque sinon ils pourraient pas aller en amener dans les réacteurs. Mais bon, voilà. Et ils doivent c'est pas le cool. prendre comme ça. Enfin, ça doit être fait sûrement dans des environnements ultra sécurisés, protocolaires, tout ça. Là, c'est de l'improvisation totale. C'est Ouais, comme tout à fait. décider de recharger ton moteur d'essence alors que tu roules et que je sais pas. Donc, si vous Ouais. nous regardez sur YouTube, vous voyez à l'écran les villosités, les fameuses villosités. Et voilà. Je trouve ça marrant ils ont vraiment donné ce côté organique au truc, et avec toutes les petits capillaires. Enfin, du coup, ça n'en est pas parce que c'est une espèce de nuage chelou géant de l'espace, mais ils ont repris un peu l'idée qu'il y a derrière les villosités des intestins des mammifères, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de capillaires qui sont là et qui font faire des échanges sanguins pour récupérer les nutriments qui passent là-dedans, quoi. Ouais. Donc c'est marrant qu'ils aient repris un peu ce truc-là. Et on parlait tout à l'heure de la petite leçon de science. Bah voilà, ça explique un peu aux gamins comment fonctionnent les intestins. C'est toujours ça de prix. Alors, Sean veut nous montrer son écran. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Dis-nous. C'est ta capture d'écran de tout à l'heure. La capture d'écran d'avant, c'est globalement ça. C'est le même angle. Il y a l'air d'avoir un écran de plus sur le mur du fond dans TAS. Mais globalement, c'est cette partie-là de l'ingénierie qu'on regarde. Sur aucune des deux captures, il y a les machins qui sont que Kirk récupère pour taper sur Khan dans l'épisode. Les clés à molette. Elles étaient là juste pour ce combat. Ils sont sur la partie rouge normalement. Vraiment. Ok. Scène numéro 11. C'est parti. Hop. Ça fait piou-piou dans tous les sens. Rayon laser. Youpi, piou-piou. On met un bout de steak antimatière dans une caisse de verre, ce qui me rappelle énormément Half-Life. Et c'est reparti. Le vaisseau est sauvé. Oh, non. C'est sûrement juste moi qui aime ce genre de choses. Mais j'aime magnifique. voir. Non, mais j'aime voir des perspectives différentes. Et ça me fait toujours un petit quelque chose quand je vois quelque chose qui est dans l'espace dans une série et qu'après on l'a physiquement, tu sais, à bord. Je sais pas pourquoi, ça me plaît. Donc souvent, c'est du CG qu'on nous présente dans l'espace, puis après, ils ont créé comme un quelque chose physique pour que les acteurs puissent se toucher. Là, non, tout est animé. Mais j'aime que c'était dehors, puis que ça ne l'est plus. Non, mais ça crée un lien. Bah, je pense surtout dans les séries live, ça crée un lien entre le. Ils le font souvent dans. Comment elle s'appelle la série de Seth MacFarlane? The Orville. Oui, The Orville, ouais. Ça crée une connexion entre ce qu'on voit, entre les effets spéciaux extérieurs et ce qui se passe sur le plateau, quoi. Ouais, c'est très cool. Ça rend les trucs plus réels, je pense. Sean, tu as aimé Alien Romulus? J'ai adoré. Parce qu'il ramène le cocon alien à l'intérieur. Ouais. Ben, j'ai pas adoré à cause de ça. Mais ça semble une super idée. J'ai pas adoré à cause de ça. Pour le coup, c'est la seule idée du film, mais c'était quelque chose. Non, mais c'est ironique. On n'est pas là pour ça. Rentrer un cocon alien dans un vaisseau, ça me paraît être une mauvaise idée. Oui. Non, mais l'idée qu'à la fin de Alien, l'alien n'est pas mort et a créé un espèce de cocon qui le protège, c'est complètement la continuité. Enfin, bon, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Scène numéro 12. Le nuage n'est plus qu'à 42 minutes de mantille. Spock confirme, le nuage a un cerveau. Kirk dit qu'il faut y foncer et jeter une torpille à protons pour le détruire, ce qui fâche Uhura, Bones et Spock. Voyons, Captain, c'est une créature vivante. Certes, mais les besoins du plus grand nombre l'emportent sur celui du plus petit. Kirk dit qu'il faut sauver Mantille à tout prix. Alors, c'est marrant parce que la citation, tu l'as rajoutée. Oui. Mais on est... Non, parce que si elle avait été réellement, ça m'aurait peut-être saoulé. Mais le fait qu'elle n'y soit pas, mais on est sur la logique, effectivement.
Pourquoi ça t'aurait saoulé, c'est 20 ans avant? Qu'on le sorte aujourd'hui, moi ça me saoule. Que Oui, oui. TAS le fasse et que ça soit repris dans un film plus tard, je trouve ça cool. J'aurais trouvé ça cool moi. Non, mais c'est Non? déjà dans TOS. Oui, c'est vrai en plus, Dans La oui. colère de Khan, c'est modifié justement, parce que c'est du plus petit ou d'un seul. Mmh. Mais en fait, ouais, mais bon, en fait, t'as pas Oui, oui. besoin. Elle a déjà été dite, la citation, et tu peux rouler là-dessus. La philosophie, on la connaît, quoi. Ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à On n'a fait. pas besoin de la répéter à chaque fois comme un mantra, sinon ça perd son sens au bout d'un moment. Ça Mais devient c'est très juste cool. une réplique. La Mais rythmique de cette scène est super chouette. Pardon, je te coupe. Parce que Kirk, il est là dans son truc. On y va, on y met un coup de tête. Et t'as les 3 autres qui sont là. Mais quoi? Et genre, on a des gros plans sur Uhura qui fait je pensais que t'aurais fait une capture. Elle est vraiment pas contente. Bones non plus, il est pas content. Et Spock, Spock fronce du sourcil, quoi. Il fait. Et j'aime bien parce que je pense que tu vas pouvoir mettre l'écriteau, mais la réaction de Kirk, dès le départ, elle est pas absurde, quoi. C'est des gens pragmatiques. J'arrivais Voilà. pas à le trouver. Ouais. Et effectivement, et par contre, c'est quand même aussi bien qu'il y ait une réaction. Et là, on est vraiment dans le. Alors, c'est un dilemme moral qui va pas chercher très loin, il est assez simple. Mais on a quand même cette confrontation des idées typiques de TOS et de Star Trek plus largement. De dire, bah voilà, on a un dilemme. Est-ce qu'on détruit une forme de vie potentiellement intelligente qui a un cerveau pour sauver toute une planète? Voilà. On peut considérer que c'est immoral de la détruire parce qu'on fait une action et voilà. Le débat existe, il est là, et je trouve ça toujours bien qu'il y soit dans Star Trek. Et il va être traité dans l'épisode. Tout Oui, à Sean. fait. Oui, c'est. Je sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est plus tard que Kirk dit, il précise bien, on ne sait pas encore si c'est une. C'est plus tard ça? Ou c'est là? Parce qu'il dit, on ne sait pas encore si c'est une créature comme intelligente dans le fond, tu sais. Oui, et en gros, il dit c'est pas parce qu'elle a un cerveau qu'elle est intelligente. Puis, Je sais pas, je l'ai pas noté en fait. Pardon, je ok. croyais que c'était plus tard, mais je l'ai pas noté. Je sais pas. Puis tout seul, pendant que je regardais l'épisode, je me suis dit comme est-ce que ça a une importance ou non, globalement, dans l'idée de préserver la créature, quoi. En mettant de côté l'histoire de sauver des vies, juste est-ce que ça a une importance ou non que ce soit une créature qui ait une conscience ou qui soit intelligente? Bah, disons que aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans l'épisode, c'est que l'important c'est que si elle est intelligente, on peut la raisonner. Hmm. Si elle n'est pas intelligente, on sait qu'on ne pourra pas la raisonner, donc si on veut sauver les vies de la planète, On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix. Ouais. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Et sinon aussi, une autre question, est-ce que vous auriez fait la même chose que notre beau gouverneur? Est-ce que vous auriez parlé à la planète, vous? Quoi? En étant à sa place. Ouais. Ah oui, qu'aurait fait. Et c'est marrant, il me semblait que j'avais noté qu'il fallait que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Bah moi, ouais, j'aurais rien changé. Enfin, j'aurais fait ça, je suppose. Je sais pas. J'ai jamais eu la responsabilité de. J'assume pas ma propre responsabilité de ma propre vie, alors 80 millions de personnes, non. Oui, oui. C'est pour ça que je serais jamais devenu gouverneur non plus. Non, je réfléchis quand même parce que en fait, Ne pas le c'est dire, vrai c'est quand que même ignoble. ouais, puis je me pose la question aussi sur l'évacuation. Il choisit d'évacuer les enfants. C'est souvent un réflexe, tu vois, de dire on va évacuer Est-ce les qu'il enfants. faut sauver vraiment les enfants ou est-ce qu'il faut sauver certains adultes? Ça, c'est une question très compliquée. C'est une Mais bonne d'un point de question vue parce que en fait, philosophique, ouais, est-ce que tu veux sauver des gens qui ont eu un impact ou qui auront un impact sur la sauvegarde de la culture de cette planète? est-ce que tu veux balancer plein d'orphelins au pif dans la galaxie? Est-ce que c'est le potentiel d'années de vie qui compte? Est-ce que c'est
Les compétences, le savoir, les connaissances, les souvenirs. Est-ce que c'est le potentiel de création de vie? À ce moment-là, il vaut mieux envoyer des adultes. Et surtout, à la fin, ce qui m'a vraiment traumatisé, parce qu'au début, j'étais quand même pas mal d'accord avec lui. J'étais comme, OK, c'est sûr, il faut prévenir. Tu sais, si on arrive à sauver ne serait-ce qu'une personne, ben, c'est une personne qu'on a sauvée. Mais après, quand il explique qu'on a sauvé 5000, c'est genre 5000 sur 6 points quelque chose millions, je suis comme, OK, mais... 82 millions. OK, c'est 82 millions? OK, je pensais que c'était 6 seulement. Ça fait pas beaucoup d'enfants vu le nombre de... 5000 sur 82 millions, c'est comme... T'as techniquement risqué je sais pas. Après, c'est un gain quand même. T'as sauvé du monde quand même. C'est juste que c'est particulier comme situation. Effectivement, on sera jamais là-dedans dans cette situation-là, tant mieux. Mais voilà. Ça fait 0,006%. Bref. Scène numéro 13. Alors que le vaisseau avance, Kirk doute à voix basse avec Bones. J'ai dit un jour, dit-il, que l'humain était sorti de son état primitif en disant « Aujourd'hui, je ne tuerai point ». Mais Bones le rassure, il s'agit de sauver 80 millions de vies là, ça passe. Mais bon, Spock indique que de toute façon, le cerveau est si vaste qu'ils ne pourront jamais le détruire. La question, elle est réglée. Sauf si on fait sauter le vaisseau dans un endroit précis. Le gouverneur appelle. Alors attends, on a une photo. Hop. Ok, on a réussi à sauver 5000 enfants sur 82 millions de personnes. Allez, t'inquiète, Allez, t'inquiète pas, on va vous sauver, dit Kirk. Désolé, j'ai du mal à relire ce que je note parce que je note sur mon téléphone ou sur mon ordi, ça dépend des fois. Là, c'était sur l'ordi, mais je ne devais pas regarder ce que je notais. Du coup, bref, t'inquiète, on va vous sauver. Kirk suppose à Spock de faire une fusion mentale avec le nuage. Spock dit « Allez », et Marcel dit « Quoi ? Il va parler avec le nuage ?» Je trouve ça super cool que ce soit Kirk qui ait cette idée. Non? Oui. Mais si tu me permets de revenir un peu en arrière, Kirk il s'autocite et il cite une phrase qu'il a dit dans l'épisode A Taste of Armageddon. Donc ils l'ont pas inventé pour l'épisode, cette phrase, il l'a dit dans cet épisode-là. Voilà, c'était une petite anecdote que je trouve sympa. Et ensuite, je voulais noter quand même que il parle de se suicider globalement, hein, de faire un attentat suicide pour détruire le nuage et sauver la planète. Et pour le coup, là, il n'y a pas de discussion, de dilemme sur est-ce qu'on doit se sacrifier pour sauver toute une planète. Ça leur paraît évident, quoi. Ce sont des militaires, hein. Ils sont là pour mourir. Hein. Ben, ils laissent pas le choix de personne de s'en aller, par contre. Ils disent à personne de l'équipage comme prenez les shuttles puis dégagez, quoi. Ouais. La prof d'histoire, là. Ah ben non, elle est déjà partie. Je pense que ça changerait pas grand-chose parce que l'explosion d'antimatière de l'Enterprise qui fait exploser derrière une réaction en chaîne dans le nuage. Je pense que les navettes, elles t'aurais pas le temps de partir. Ouais, t'aurais pas le temps. Donc, c'est même pas la peine de proposer l'option. Non, c'est sûr. C'est ouf, hein? Comment on dit? Quand on baisse la tête et qu'on y va. Bref. La négation de soi. Bref. L'abnégation. La Kirk-attitude, ouais. L'abnégation de ces personnes. Tu as pris une photo de ceci. Pourquoi? C'est la distance qui reste avant de toucher la planète, c'est ça? C'est la date stellaire, je crois. C'est la date stellaire. Ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça marrant que la date stellaire, ça soit des petites roues qui tournent ça pour montrer les numéros. Vraiment le truc analogique à l'ancienne. 5371.3 et le reste, ça doit être c'est un compte à rebours je pense, du temps que le nuage met avant d'atteindre Mantille. Oui, parce qu'on les voit plusieurs fois. On les voit défiler, donc ouais, ça doit être ça, ouais. J'aime beaucoup
qu'on fait l'effort dans une série animée de dessiner des espèces de choses physiques alors qu'ils pourraient mettre des écrans partout. Genre, il pourrait juste, il aurait pu juste écrire les chiffres sur le carré bleu qui est en arrière, ou bleu-gris, là, puis ça y est, c'est un écran. Non, on a fait l'effort de dessiner comme si c'était un petit objet physique, j'adore ça. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de... dans les années 70, c'était pas extrêmement courant. Ça existait, comment ça s'appelle ces lumières rouges, là, qu'on utilise sur nos radios réveils? Les LED? Non, avant les LED. Je sais plus. Tu sais, les premières, pas les fausses Game Boy, là, c'est quoi? C'est dans les années 80, c'est un peu plus tard. C'est presque. Ouais, les trucs. Oui, voilà, les cristaux liquides. C'était pas encore. Il y avait des montres en cristaux liquides. Est-ce que c'était là ou pas? Bon, bref, c'est peut-être. Ça reste destiné à des enfants. Et on peut pas non plus pousser des gens qui se téléportent, ok, mais des écrans qui affichent l'heure, on va se calmer quand même. Des portes qui s'ouvrent. Alors, afficher des types à distance façon Zoom Meet. Ça existait déjà. Tu avais déjà la télé avec des prime time et avec des cadrages de 2 personnes à la fois. Du coup, c'est pas absurde de dire que si on peut afficher ça, on peut afficher l'heure. Je sais pas. Bref, Sean, il est en train de mourir. C'est insensé de penser qu'on pourrait afficher l'heure sur un écran, quoi. Alors, je sais pas. Écoute, je sais pas. Allez, l'épisode est presque fini. Scène numéro 14. Spock, do the thing. Hop, Spock fait son truc. On entend ses pensées. Il tente de contacter le nuage via un branchement chelou que je n'ai pas compris. Uhura traduit ce que pense le nuage dans ses haut-parleurs. C'est pas un mème, ça? Comment c'est ça que c'est pas un mème, cette image-là, honnêtement? Parce que c'est plus drôle. Quand j'ai pensé à l'épisode, c'est l'image qui m'est venue en tête. Ah, ok. Vraiment, c'est le truc que je retiens de l'épisode, c'est ça, quoi. C'est Spock qui écarte les bras pour faire une fusion mentale avec un nuage géant. C'est incroyable. C'est la meilleure manière de transmettre envers un nuage géant. Le truc que fait Uhura, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Alors attends, juste parce que déjà avant, je ne l'ai pas précisé, mais Spock explique qu'il ne peut pas faire une fusion mentale avec le nuage parce qu'il ne peut pas le toucher. Mais c'est pas grave, je vais tenter une fusion à distance. Pourquoi le mentionner? Bon, on ne sait pas. Vas-y, Uhura. Oui, justement, c'est pour permettre la fusion mentale à distance que Uhura fait tout ce machin-là. En fait, je pensais qu'elle allait juste ouvrir une écoutille, il y avait du nuage qui rentrait. Ils font toute une bidouille pour que en fait, ils prennent ce qu'il y a dans les senseurs, si je me rappelle bien, parce que j'ai pas les dialogues sous les yeux. Ouais, ils prennent ce que les senseurs détectent. Évidemment, j'explique un truc et tu débarques. Ah, voilà, bon, forcément. Ah, ok. En plus, c'est compliqué, j'essaie d'être sérieux, mais non. Bon, allez, attends, ça suffit. Mais une tape. Voilà. Non, je te laisse. Ils prennent ce que captent les senseurs de l'activité électrique dans la zone qui correspond au cerveau. Donc globalement, c'est les pensées, quoi, l'activité cérébrale. Et ils retransmettent ça par je sais plus quel truc du vaisseau, qui fait que c'est redirigé vers Spock. Ok. Et le son vers les haut-parleurs. Et donc, c'est ce qui permet à Spock de faire une fusion mentale, en fait, à travers la technologie, quoi. C'est ouf. Et ce que je trouve ça assez génial, parce que du coup, comment dire, on a, tu sais, ça fait un peu magique, quoi, tu vois, la fusion mentale. Tu te dis, ouais, bon, il met ses mains, hop, c'est genre, c'est un elfe qui fait de la magie, quoi. Et là, en fait, on a, ça n'en est pas déjà, c'est le principe de la science-fiction, c'est que c'est une capacité, voilà, ils ont des organes qui leur servent à ça dans le cerveau, les Vulcains, ils peuvent faire de la télépathie. Et là, du coup, on a, comme n'importe quelle autre activité organique, on l'augmente grâce à la technologie. Voilà.
Et je trouve ça assez cool parce que ça ramène la fusion mentale dans un truc qui est plus scientifique et qui peut être utilisé en symbiose avec la technologie. J'avais même pas pensé en plus, mais pendant que tu expliquais ça, c'est sympa de penser que le concept, ou on va dire l'art de la fusion mentale, vient peut-être de connaître un développement, et ce grâce à une humaine. Peut-être. Spock termine donc et réussit donc à échanger avec le nuage. Il commence par lui expliquer qu'il est vivant lui aussi et que lui et ses compagnons sont dans le nuage. Le nuage pose beaucoup de questions. Marcel réagit, mais elle comprend rien celle-là. On a un long dialogue que je trouve très touchant sur le fait qu'il ne faille pas manger des êtres sentients. Spock se représentant en professeur et le nuage en apprenant empli de questions. C'est très beau. Spock doit lui prouver qu'ils sont tous et toutes vivants, puis le convaincre de retourner là d'où il vient, ce qu'il réussit avec brio. Alors, le doublage est doublé par Majel Barrett. Ouais. Explain. Ce qui est complètement logique parce que c'est elle qui double l'ordinateur du vaisseau. Ah. Et c'est l'ordinateur du vaisseau qui traduit les pensées du nuage en paroles. Ouais, j'ai eu un moment où j'étais comme, pourquoi ils ont pas pris une voix plus distincte, une voix qui... Puis après, je me suis dit, non, ça passe par l'ordinateur, donc ça a du sens. Quoi. Voilà. Spock, avant que le nuage ne parte, Spock lui transmet des images d'autres êtres vivants. Non, c'est C'est une image d'une autre série, oui. sûrement. Ça. Ouais, oui. Tout à fait. Oui. On va y venir. Et ce qui termine de convaincre le nuage qu'il ne faut pas manger des êtres vivants. Oui, Thierry, vas-y, dis-nous. Alors, deux choses sur cette scène. C'est de nouveau un fort rappel au film de 79, puisqu'on a, encore une fois, le nuage qui va explorer le vaisseau à travers un membre d'équipage. Voilà. Bon, dans le film, c'est une copie du membre d'équipage, puisqu'elle a été détruite, mais là, c'est un petit truc encore qui revient, qui fait penser au film. Et donc, les images sur l'écran, ça vient de la série Lassie's Rescue Rangers, de filmation aussi, tant qu'à faire. Voilà, c'est logique qu'ils avaient des images en stock, ils ont repris celles d'une autre série. Voilà. Et petite anecdote, j'ai oublié son nom, malheureusement, je ne l'ai pas noté. Mais l'artiste qui bossait sur Lassie's Rescue Rangers, il avait demandé à travailler sur TAS, mais ça ne s'était pas fait parce qu'il y avait d'autres dessinateurs qui ont été pris à sa place. Et donc, du coup, ça lui permet d'avoir des petits dessins à lui qui apparaissent quand même dans la série. Même On reconnaît la manière de courir en ombre des personnages. On a cette image qui bouge dans l'épisode. Et c'est ce qu'on voit régulièrement dans TAS quand les personnages courent. Ouais, c'est typique des filmations, ça. Les personnages qui courent en ombre comme ça, c'est pareil dans She-Ra, c'est pareil dans Masters of the Universe. Et c'est même chez d'autres studios, puisque dans la série animée de la planète des singes, les personnages courent comme ça en ombre de très loin. Scène numéro 15, Sifé, Spock sait par où ils doivent partir. D'accord, oui, elle lui transmet. Ok. Avant de partir, Kirk lui demande ce qu'il a vu, à quoi il répond: les merveilles de l'univers, capitaine. Incroyable, absolument incroyable. Fin. Donc on n'a pas menti, Bob qui dit ah merci, vous m'avez sauvé. Voilà. Donc toutes les connaissances de Spock sont éventuellement transmises à Picard. Si je ne me trompe pas. Ouais, si je me trompe pas. Parce que dans l'épisode où ils fusionnent. Et alors? Parce qu'il me semble que tout ce que Spock connaît, c'est Sarek qu'il récupère à un moment.
Et Sarek donne lui, il donne toutes ses connaissances à Picard, quelque chose comme ça, à un moment. Je me rappelle plus des détails, mais pendant un petit bout, dans ma tête, je m'étais convaincu que Picard connaissait tout de ce que Sarek avait vécu, puis tout ce que Spock avait vécu. Tu sais. Ça me dit rien, perso, mais peut-être, je sais pas. Je re-regarderai d'où je me suis convaincu de ça. Tu regarderas tout C'est Star Trek. dans l'épisode où Sarek revient dans TNG, mais Quand il est malade, il y passe ses émotions pour pouvoir rester stoïque. C'est Picard qui ressent ses émotions, ça serait là. Ouais, mais il me semble qu'il lui donne comme toutes les informations de sa vie, quoi, tout son vécu. Et donc Ben, moi, Picard c'est a juste. visité le nuage. Non, mais ça fait des années que moi, j'assume que tout ce que Spock a connu, Picard éventuellement va tout connaître. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de gros comme ça, comme là, il vient de download essentiellement beaucoup d'informations, je suis comme, ah ouais, Picard, il va connaître tout ça, quoi. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je me suis convaincu de ça tout seul, puis C'est que je pour ça regarde qu'il Star est Trek devenu mal depuis des années. Je sais pas. Ok. Ben, écoutez, moi je vais être honnête, j'ai trouvé que c'était un épisode divertissant, mais pas incroyable. Et ce que j'ai à lui reprocher de plus, c'est ce que je disais à Thierry avant d'enregistrer, c'est simplement le fait d'être passé après ces deux épisodes assez incroyables dont j'ai perdu les noms, Yesteryear et Beyond the Farthest Star, je sais plus quoi. Ouais. Vous voyez, si j'ai décidé de le montrer en premier à mon fils et pas de commencer avec le premier épisode parce que je le trouvais trop compliqué, farfelu, il avait que 6 ans à l'époque, donc c'était un peu chaud. Yesteryear, trop écrit, trop pareil, compliqué. J'ai commencé par celui-là parce que c'était un épisode simple, facile. Tu vois, il me rappelle un peu le format très simple de TOS dans certains épisodes, comme celui avec le monstre du sel, là, le pilote, enfin celui qui est le premier épisode diffusé. Je sais plus comment il s'appelle. The Man Trap. The Man Trap. Voilà. Ça par contre, c'était enfin bon. Et voilà. Je ne boude pas mon plaisir, hein, j'ai passé du bon moment, mais c'est assez. T'allais dire quelque chose, Sean? Moi, j'aime beaucoup l'épisode. Je trouve juste que peut-être qu'il me marque moins, tout simplement parce qu'il a moins d'excentricité que le reste de TAS. Puis c'est quand même pas mal ça qui m'a marqué dans l'expérience de TAS, je pense. C'est peut-être pour ça que je m'en rappelle moins. Mais j'aime beaucoup que beaucoup de membres de... Là, on a parlé de Scotty, mais il faut quand même aussi le dire, là, tu en as parlé, Thierry. Aura, elle aide à régler tout le problème de communication que Spock peut avoir avec le nuage. Spock, évidemment, il communique avec le nuage, donc il y a quand même une grosse esprit d'équipe là-dedans. Et j'aime beaucoup que chacun a vraiment sa spécialité, puis chacun sa partie, son rôle à jouer. Donc non, c'est quand même un épisode que j'apprécie. Oui, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est, encore une fois, TAS montre un peu patte blanche, je trouve, avec cet épisode. C'est-à-dire que ça reprend vraiment les principes de TOS, comme tu dis, l'esprit d'équipe, Sean, avec chaque personnage qui apporte un peu sa pierre à l'édifice. On a le classique il y a un truc de SF chelou, donc on va voir ce que c'est. C'est une menace. On réfléchit. Est-ce qu'on l'affronte, est-ce qu'on l'affronte pas? On peut dialoguer. Bon, d'accord. Donc, on va choisir le dialogue. Le dialogue résout le problème. Donc, c'est toujours un peu ces messages positifs on peut dialoguer, on peut trouver des solutions avant, en tout cas, si on essaye, quoi, avant de recourir à la violence. Donc il y a un peu tous ces trucs-là qui font que Star Trek est Star Trek. Et TS montre ça une fois de plus, quoi. Et on n'est pas sur un truc enfantin comme pourrait l'être un épisode de Transformers, la première série, où c'est juste piou 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 et voilà, quoi. Piou piou. J'ai rien contre, hein, mais c'est plus voilà.
On est là pour dire, C'est pas voilà, Star Trek. on est là Ok. pour montrer que on fait du TOS, on fait du TOS en animé, voilà. Et juste ça, c'est cool. Et en plus, il y a un petit côté, quand même, ils n'oublient pas les enfants, mais sur le côté éducatif, où on parle un petit peu de. On utilise les diamètres des planètes pour mesurer les trucs. On explique un peu le système digestif en utilisant cette anomalie, voilà. Et puis après, bon, il y a des trucs que je trouve pas forcément utiles, comme ce que je disais là. Kirk qui se cite lui-même, comme j'ai dit précédemment, bon, c'était peut-être pas nécessaire. Bah, c'est pour montrer ses doutes sur ce qu'il vient de dire. Il y a une coupure pub après qu'ils disent on va tuer le nuage. Donc les gens ont le temps de se dire putain, il va y aller, ah là là, vivement que ça reprenne pour voir ce qu'on va faire. Et là, on le voit en train de douter. Le choix de citation a vraiment du sens, mais je trouve que ça fait un peu regardez, on a regardé TOS nous aussi, on sait ce qui se passe dedans. Par contre, ce qui est cool, pour le coup, c'est que ils ont vraiment pris une citation que tout le monde a oubliée, en fait. C'est pas une citation culte, quoi. C'est pas The Need of the Many ou The Need of the Few. Ils ont pris une citation un peu qui était pertinente par rapport à l'épisode, et ils se sont pas inquiétés du fait de savoir si c'était une citation connue ou pas. Et ça, par contre, pour le coup, ça rattrape pas mal ce que je trouve, moi, comme un petit défaut. Bon, c'est un détail, hein, je pinaille. Et puis après, bah voilà, on est, comme je dis, sur un prototype de Star Trek le film. Ouais. Et c'est un truc qui n'est pas souvent cité, d'ailleurs, quand on parle de ça. On parle plutôt de l'épisode avec la sonde, la nomade. Parce qu'effectivement, il y a des scènes qui sont quasiment reprises plan pour plan de ça. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus proche de ce qu'on voit dedans. Voilà. Et puis, bon, le petit rappel je trouve que ça reprend quand même beaucoup le truc de The Immunity Syndrome, là où il y avait une amibe spatiale géante. Mais ça le fait tellement différemment que ça reste intéressant. C'est une autre vision du concept. Voilà. Et dernier truc, mais pour le coup, c'est plutôt une qualité de The Immunity Syndrome, c'est que des fois, je vais reprocher à Star Trek de dire ah oui, bah les aliens, c'est tous des humains avec de la pâte à modeler sur le front. Bah non, c'est juste que ceux-là, vous les oubliez en fait. Mais il y a des amis spatiales géants, il y a des nuages chelous avec des systèmes digestifs qui ressemblent à ceux des mammifères, il y a sorte de baleine de l'espace. Il y a des cristaux vivants, il y a des tas de trucs complètement hors sol dans Star Trek. Il y a des poissons. Ouais. Oh, ce sera plus tard dans TNG, mais ouais. Et c'est un truc qui est un peu qui est souvent oublié parce qu'on pense plutôt, en fait, et pour le coup c'est un peu paradoxal, on pense plutôt aux trucs qui ressemblent à ce qu'on connaît, c'est-à-dire les animaux, les humains, etc. Et voilà. Ah, le chien que tient Sulu, le chien licorne, ça, dès que je pense à animaux Star Trek, je repense à ça. Bah dans Picard aussi, t'as les lapins licornes aussi maintenant. Ah, putain. J'ai pas tenu jusqu'à. Il y a une version licorne de tous les animaux. Ouais, voilà. En France, t'avais les poulmoutes, les vermoutes. D'ailleurs, il y a la licorne dans Star Trek 5. Okay. Double licorne. Non, c'est juste une licorne en fait, mais bon. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Vous, dans les commentaires, dites-le nous ce que vous en avez pensé, si c'est un épisode passable, comme dit Rémi, ou super génial, top franchise, comme le disent mes deux comparses. Merci beaucoup, Sean. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Merci, à bientôt. Hop là. Et j'ai pas cliqué. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.